membre du conseil communautaire, et puis nous commencerons ensuite nos travaux. Alors, pour Règlement, Philippe de Cobert. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah ben oui. Pouvoir à lui-même, à Jérémy Dupuis. Pour Areux, c'est Agnès Hénon qui, voilà, désormais est là pour la seconde fois. Alban Collinet pour Ballan, je l'ai salué, je l'ai vu. Francis Bonne, je le vois. Michel Normand, il est là. Pierre Delforge, je le vois aussi. Virginie Aitmadi est excusée. Jérôme Aziz Mebarki n'est pas arrivé, mais il devrait être des nôtres. Fatia Banou, elle est là. Alain Barthélémy, il est présent. Hervé Beckrich, il a fait pouvoir à David Cornet. Bon, très bien. Françoise Bourigovi a fait pouvoir à Armel Lequeux. Et qui est là? Sandrine Abris est là, voilà. Salah Chaouchi devrait arriver. Je vois Aziz et Yacine qui arrivent. Quentin Clarin n'est pas là. Ah, il a fait un pouvoir à Yvuard? Ah d'accord, très bien. Bon. Véronique Corme, elle est là. Darkawi, Alaoui, il est là. Catherine Dejambe, non, pas là à ce stade. Marie Dizan est présente. Michael Duflox, j'ai vu sa voiture, il est là, c'est vrai. Patrick Faustier est là. Odile Glacet, oui, elle est là. Cyrielle Guillemin, non, pas de nouvelles. Pouvoir à Naïs? Bon. Yves Huard est présent et il a donc le pouvoir de Quentin Clarin en attendant son arrivée. Frédéric Jolion est là. Céline Rouanette, je l'ai vue arriver, donc elle ne devrait pas tarder à être dans la salle avec nous. Simone Lejeune est là. Anaïs Lepage, voilà. Armel Lequelaménie est bien là. Guillaume Maréchal a fait pouvoir à Patrick Fossier finalement. D'accord. David Cornet est là. Antonino Mecca, non, pas de nouvelles. Boris Ravignon est là. Yacine Sen est présent. Ensuite, Bekir Sarikaya, je ne le vois pas. Je ne crois pas qu'on ait d'informations, mais bon. Sylvain Dallarosa est là. Anne Papier sera en retard. Et il a fait pouvoir à Sylvain Dallarosa. Et Christophe Dumont, il est là. Pour Cheveux, Thierry Alexandre est présent. Pour Cliron, Jean-Luc Pinto, il est là. Pour Denis, Baptiste Frère, il est là. Voilà, il arrive. Pour Damouzy, Christian Schneider, je le vois. Pour Don-le-Ménil, Christophe Marot est absent, nous en a informé tout à l'heure. Il a fait pouvoir à Michel Fontaine, qui est là également. Donchery Christian Velter, non. Sarah Mineur, pour Étrépigny, est-ce qu'elle est là? Ça, oui, voilà, pardon. Je ne voyais pas lever la main. Coralie Durand, oui. Coralie, oui, pardon, excusez-moi. Comme je suis un petit peu myope, j'ai un peu de mal à voir à cette distance. Valérie Garand est présente également. Cédric Brands m'a dit qu'il serait un peu en retard, mais qu'il nous rejoignait, bien sûr. Martine Le Sertiner est suppléée par Jean-Claude Ortillon ce soir, c'est ça? Voilà, très bien. Frédéric Gilmer pour le Francheval est là. Bonsoir. Cathy Ninin, elle est là pour Gernel. Gilles Michel est là pour Gesponsard. Pour Givonne, Raymond de Mahut, où est-elle? Ah, elle est là, pardon. J'ai une petite voix ce soir, Raymond. Glaire, André Godin, il n'est pas arrivé, on dirait. Michel Fontaine est bien là. Philippe Claude est là pour Dressis. Oui. François Pierrequin pour Ouldizy est là. Bonsoir. Mais Jacques Muller est là pour Illy. Je l'ai salué tout à l'heure, donc je savais qu'il était là. Ghislain Debeff, Issancourt et Rumel est bien là. Jean-Paul Collinet aussi, pour la Chapelle. Pour la Francheville, Alain Fortin est présent. Pour la Grandville, Xavier Pécheux a fait pouvoir à Cathy Ninin. En ce moment, voilà. Radouane Arar pour la Moncelle est là, bonsoir. Philippe Le Breton pour les Évelles s'installe. Olivier Petitfrère de Lume est là, bonsoir. Talamaïsi est excusé, de même que Dominique Vafflard, respectivement pour Moncy Notre-Dame et Neufmanil. Nouvion-sur-Meuse, Jean-Luc Claude
il est là. Myriam Aubard pour Nozonville est là. Bonsoir madame. Yacine El Laoui est excusée. Amélie Lamoureux est présente. Et Florian Lecoultre aussi. Marie-Pierre Debreu est présente. Pourpourru au bois, Olivier Marlet est là. Voilà, bonsoir. Et Philippe Daven, Pourpourru Saint-Rémy, bonsoir. Bruno de Dion, Prix-les-Mézières est là. Christine Loison pour Saint-Aignan est là également. Laurent Forget, je le vois. Saint-Mange, Roger Vatelet, suppléé par Éric Herbulot ce soir. Voilà. Sapogne-Feuchère, Frédéric Gillet, pas arrivé. Sècheval, Philippe Cano, il est là. Alors, pour Sedan, Farid Bessadi, je le vois. Alexandra Cabla. Fait pouvoir à Inès de Mongon, d'accord. Marzia de Bonny est présente. Inès de Mongon est présente. Didier Herbillon est présent. Laurent Jubot, il a fait pouvoir aussi? Ah bon? À qui? À Marzia de Bonny. Eh ben voilà. Rachel Louis, pas là. Elle devrait arriver. Franck Marco, il est là, voilà. Maxime Villa, il est là aussi. Odile Berthelot, bonsoir. Et Sébastien Doc est là. Denis Auprêtre pour Tolonne est bien là. Gérard Carbonneau également. Jean-Louis Boucher pour Ville-sur-Lume est là. Jérémy Dupuis, il est là. Evelyne Landard également. Christophe Heller est là. Rodrigue Durello, non. Et Dominique Nicolavio, de fait, est excusé. Et puis tout à l'heure, je la cherchais et je ne la trouvais pas. Patrick Dutertre est présent. Geneviève Glachant, elle est absente. Et voilà, on va adresser un pouvoir à Patrick Dutertre. Yann Grégoire pour Vrigne-Meuse, il est là, bonsoir. Bruno Cuny pour Vadelincourt est bien là. Et Jean-François Gosset a fait pouvoir justement à Bruno Cuny. Jean-François Gosset, le délégué de Warc. Voilà. Oui. Ah d'accord. Donc alors, je ne sais pas si... J'imagine que tu l'as notifié au service d'assemblée. C'est le plus important. Très bien. Donc, Asismé Barki est porteur du pouvoir d'Antonio Mecca qui sera absent ce soir. Alors, nous nous réunissons donc pour donc notre réunion là, aujourd'hui du 18 octobre avec 16 points à l'ordre du jour. Je vais, après avoir désigné les secrétaires de séance, vous avoir proposé plutôt de désigner les secrétaires de séance. Est-ce que Jean-Paul Collinet et, par exemple, Raymond de Mahut, vous auriez accepté l'un et l'autre voilà. Vous êtes voisins, vous d'ailleurs, Givonne et La Chapelle? Ouais, bon, ça va. Covoiturerez pour venir signer le... Parfait. Non, parce que on va beaucoup parler d'économie d'énergie ce soir, donc commençons à essayer d'en faire, y compris avec les secrétaires de séance. Eh bien, à ce moment-là, on va, s'il n'y a pas d'opposition de l'Assemblée, valider ces deux secrétaires de séance et commencer entamer notre ordre du jour. Alors, rapport numéro 1, c'est un compte-rendu de notre réunion de conseil communautaire du 31 mai 2022. Est-ce que ce compte-rendu appelle des remarques de votre part? Non. Je propose qu'on le mette aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport numéro 2, c'est un compte-rendu de décision directe. Pardon. Vous savez, il y a deux niveaux de délégation. Un niveau de délégation au bureau communautaire et puis directement au président. Bon, alors vous voyez, c'est toujours des décisions en général de mise en œuvre, de décisions de marché validées par la commission d'appel d'offres, ou alors, vous savez qu'on a décidé aussi, pour que ce soit plus rapide, de me confier l'attribution des subventions dans le cadre du régime établi sur les aides aglo-vélo qui continuent à très bien marcher. Là, on a encore 114 dossiers, si je compte bien, 63 plus 51. Qui sont attribués. Et donc c'est une aide qui continue à, je crois, très largement à profiter à nos concitoyens. Je vous parle sous le contrôle de notre VP aux mobilités, mais... Pardon ? 2100 bénéficiaires à ce jour, en cumulé depuis qu'on l'a ouverte. Pas trop mal, petite contribution quand même au développement du vélo sur notre territoire.
et de quasiment toutes les communes, puisqu'il doit rester... D'ailleurs, je me permets de lancer un petit appel. Il y a encore quelques communes qui n'ont pas signé la petite convention qui lie Ardennes Métropole, qui permet aux habitants de la commune de bénéficier des aides Aglo-Vélo. Donc voilà, si vous avez le doute de savoir si vous avez signé ou pas la convention, vous tournez vers les services d'Ardennes Métropole, on vous donnera la réponse, et si ce n'est pas le cas, on vous permettra de signer rapidement. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ces différents points? Non. Alors, je vous propose qu'on mette aux voix... non, on ne met pas aux voix ce rapport, parce qu'en fait, on en prend acte. Donc, voilà. Donc, si tout le monde en est d'accord, on en prend acte. En revanche, non, toujours pas. On ne va pas non plus voter le suivant. C'est des comptes rendus, cette fois-ci, de décision prise par le bureau communautaire, en l'occurrence celui du 19 septembre dernier. Vous voyez, beaucoup de décisions, là encore, de marché public. Et puis des garanties d'emprunt, des cessions de parcelles sur des zones d'activité. Est-ce que ça appelle des remarques de votre part? Non. Alors, je vous propose qu'on en prenne acte. Voilà. On arrive à une modification du règlement intérieur de la commission d'appel d'offres et de la commission de marché à procédure adaptée. Et donc, je vais donner la parole à Odile Glacé pour nous exposer très rapidement les modifications qu'elle nous propose ce soir de valider. Odile. Oui, merci Président. Donc, selon le Code général des collectivités territoriales, chaque acheteur doit définir lui-même ses propres règles de fonctionnement qui seront transcrites dans un règlement intérieur précisant la composition, le rôle, la compétence, les règles de convocation, de quorum, le vote et harmoniser les règles entre les parties à la mutualisation. On peut signaler quelques points principaux, à savoir la présentation en commission des fiches infos sur les marchés publics avant leur lancement, dont l'idée est de valider ou revoir les critères de jugement des offres. Un délai de convocation de 5 jours francs et 2 jours pour une nouvelle convocation en l'absence de quorum. Prévoir, eu égard aux derniers événements sanitaires, une commission en visioconférence. Les services devront remettre leur rapport au moins 3 jours ouvrés avant la date de réunion de la commission. Et enfin, les rapports pourront être consultés sur place par les membres de la commission la veille dans les locaux de la commande publique. Donc, il s'agit de se prononcer sur ce règlement intérieur. Bien. Merci Odile. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Je vais mettre aux voix ces modifications. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le rapport numéro 5, c'est un rapport qui fait partie de la petite série de rapports en lien avec nos approvisionnements énergétiques. Et donc, je vais laisser Odile nous le présenter, puis j'aurai ensuite un propos, vous me permettez, un peu plus général sur ces questions qui, en ce moment, nous mobilisent et vont encore davantage nous mobiliser dans les semaines et les mois qui viennent. Mais je crois que je ne vous apprends rien en vous disant que cette crise énergétique, nous n'en sommes pas sortis et que toutes nos communes, et Ardennes Métropole vont devoir être extrêmement solidaires les unes avec les autres pour essayer de surmonter cette épreuve. Là, il s'agit en l'occurrence du groupement de commandes sur les achats d'électricité, dont on a déjà hélas beaucoup parlé, puisque c'est celui qui nous avait amené à déjà constater une hausse très forte du coût de nos approvisionnements sur 2022. Il fallait bien sûr le relancer pour les années qui viennent. Ça a été fait et je laisse Odile nous en rendre compte. Oui, merci Président. Comme vous venez de le rappeler, les prix de l'énergie sont actuellement très élevés, une augmentation de 300%, et donc très impactant dans les budgets communaux. D'où appel à l'intervention de l'État par le président d'Ardennes Métropole et des alertes par l'Association des maires de France ou encore la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies. Les causes de l'augmentation tarifaire sont multiples et conjoncturelles. Par exemple, la géopolitique, les spéculations, arrêt de réacteurs nucléaires. Aussi, il faut anticiper les achats d'énergie. L'objectif du prochain accord cadre sera d'acheter en avance l'énergie sur les marchés à terme, avec N+1 à N+3, c'est-à-dire de 2024 à 2027, grâce à une veille tarifaire réalisée par un assistant à maîtrise d'ouvrage, alertant sur les opportunités d'achat dans les périodes de baisse. Ceci d'autant plus que la fin des tarifs réglementés de vente a été actée par la loi du 8 novembre 2019 concernant l'énergie et le climat.
Les collectivités locales employant au moins 10 personnes ou dont le budget annuel excède 2 millions d'euros devront payer l'énergie au prix du marché, qui est instable et donc non maîtrisé. Les titulaires du marché seront consultés par le biais de marchés subséquents pour différentes périodes, permettant une grande réactivité avec les entreprises sur des prix valables pendant 4h30, c'est-à-dire dans la journée de 12h à 16h30. Donc il s'agit de se prononcer sur ce groupement de commandes pour l'achat d'électricité. Alors, d'abord, un petit sujet d'amendement, puisqu'il y a apparemment un oubli qui a été commis dans la rédaction du rapport. En fait, devrait figurer aussi dans la liste la commune de Vrigne-aux-Bois. Et donc, je vous propose que, par un amendement, dépose de manière sans formalisme excessif, mais qu'on rajoute Vrigne-aux-Bois à la liste des communes membres de ce groupement de commandes. Bon, vous l'avez compris, c'est pour Ardennes Métropole une très mauvaise nouvelle que cette hausse des prix de l'électricité que nous constatons. On est dans un rapport par rapport à 2021 de 1 à 4. On multiplie par 4 les prix de l'électricité, puisque nous étions jusqu'en 2021 à 98 € du mégawattheure. Donc, et ça fait l'objet d'une décision. Ceux qui sont membres de la commission d'appel d'offres savent qu'hier, ils ont attribué cette fois-ci les fournitures de gaz, et que les fournitures de gaz font également x4. On est sur les prix de l'électricité et les prix du gaz sur une multiplication par 4. Ça constitue l'essentiel de nos approvisionnements énergétiques. On a un peu de chaleur urbaine, puisqu'on est parfois des équipements communautaires qui ont la chance d'être branchés sur la chaleur urbaine. Mais donc pour l'essentiel, voilà les hausses de tarifs que nous allons subir à partir de l'année prochaine. Alors, multiplication par 4 du prix, ça signifie que, sauf, et ce n'est pas une clause de style, sauf à réduire les consommations de 75%, sauf à réduire les consommations de 75%, le coût de l'énergie augmente, voire même, si on ne réduit pas les consommations, explose. Ce dont on parle là, c'est par exemple d'un surcoût d'au moins 1,1 million de plus sur l'électricité et d'au moins 850 000 € de plus sur le gaz. Chiffres que me donnait tout à l'heure Michel, qui sont des estimations, mais là, à consommation constante. Si on ne change rien à notre consommation en 2023, on prend 2 millions de dépenses en plus de ce que nous dépensions auparavant sur l'énergie pour Ardennes Métropole. Et 2 millions de dépenses en plus sur le fonctionnement, vous le savez, c'est beaucoup plus que l'épargne nette que nous n'avons jamais eue dans notre collectivité. Donc on est dans une situation, et on va se trouver dans une situation sur le fonctionnement qui va être pour 2023, sur Ardennes Métropole, mais je crois dans toutes les communes auxquelles nous appartenons, absolument terrible. Sauf, et on ne va pas s'en plaindre, il y a une toute petite partie d'entre nous qui sont des communes qui, ayant moins de 10 agents, vont pouvoir rester, et ont pu rester jusqu'à présent, aux tarifs réglementés, notamment de l'électricité. Bon, tant mieux pour elles, mais ça constitue qu'une toute petite partie, par définition, de la consommation du territoire d'Ardennes Métropole. Et pour l'essentiel, on va subir ces hausses extrêmement fortes. Alors, cette crise énergétique que nous vivons là, cette accélération finalement de la crise énergétique, je crois que d'une certaine manière, nous pressentions et nous savions qu'elle allait arriver un jour. Ce qui aujourd'hui est le plus bouleversant pour nous et le plus déstabilisant, c'est la vitesse à laquelle ces évolutions se font. Je dis qu'on le savait que les choses allaient arriver parce que depuis plusieurs années, nous vous avons proposé un certain nombre de politiques publiques visant justement à réduire justement les consommations énergétiques. L'opération qui n'avait d'autre équivalent que sur les crêtes préardennaises dans le département des Ardennes sur les certificats d'économie d'énergie, on est effectivement, il y a 2 intercommunalités sur les 8 du département qui ont offert à leurs collectivités membres la possibilité de mobiliser les C2E. Ça s'est fait. Le total des travaux qu'on a à l'époque financés, Michel, on approchait les 2 millions. 2,2 millions d'euros de travaux et sur lesquels, vous vous souvenez, on a réussi à obtenir 70% d'aide à l'investissement pour permettre, là encore, changer des ampoules, changer des chaudières, enfin toute une catégorie de travaux qui permettaient déjà d'améliorer l'efficacité énergétique. Ce
ce que nous faisons, et on en reparlera tout à l'heure, parce que indépendamment de ce sujet budgétaire, ce conseil va être dominé par les questions énergétiques, on reparlera tout à l'heure des bornes électriques, mais ce que nous faisons sur la mobilité électrique depuis le début vise effectivement à essayer d'avoir un territoire qui puisse résister à la hausse des prix du carburant de manière beaucoup plus efficace. Ce que nous faisons et ce que nous avons fait lors de la négociation de la DSP et que nous ferons encore lors de la prochaine, développer les transports en commun, là encore avec les moyens dont on dispose, mais avoir les bonnes fréquences aux bons endroits, essayer par exemple de mieux desservir le campus que nous avons contribué à faire naître pour qu'on ait le maximum de gens dans ces bus plutôt que dans leur voiture ou je ne sais quel autre moyen, tout ça, eh bien, toutes ces actions, et je ne parle pas bien sûr toute la politique que nous conduisons sur le vélo, on l'évoquait à l'instant, vise précisément à permettre non seulement à nos concitoyens de réduire leurs émissions de CO2, mais à faire des économies. Donc je crois pouvoir dire que, et sans mentionner la récupération de chaleur fatale à Sedan, celle qui a été mise en place à Charleville, ce que nous faisons dans le PCAET pour développer encore la chaleur urbaine, enfin, toutes ces actions, les aides à la rénovation de l'habitat dans nos opérations programmées d'amélioration de l'habitat, on en a une sur Sedan, une sur Charleville et une sur toutes les autres communes intermédiaires, tout ça, ça n'a qu'une finalité qui est effectivement de nous permettre de rénover et d'avoir davantage d'efficacité énergétique. Donc je crois pouvoir dire que on ne fait pas partie des gens imprévoyants qui sont tout d'un coup surpris par un phénomène « Oh tiens, l'électricité ou le prix de l'énergie augmente ». Non. Je crois qu'on fait partie, hélas, des territoires qui, depuis quelques années, essaient d'investir à la hauteur des moyens dont ils disposent pour justement préparer cette échéance-là. Et c'est d'autant plus terrible que nous soyons autant percutés aujourd'hui. C'est que précisément, nous sommes impactés très fortement, nous allons l'être, alors même que nous faisons déjà des efforts. Alors, il n'y a pas d'autre solution, parce que on va tous écarter tout de suite l'idée de baisser les bras puis de dire bah, tant pis, advienne que pourra. Pas la position responsable que naturellement on vous propose ici. On va essayer, je crois encore, de trouver les moyens d'aller encore chercher davantage d'économies d'énergie. Mais il faut quand même se rendre compte que cette fois, on va devoir probablement aller sur des mesures un peu plus compliquées à expliquer. Hein, L'objectif premier, ça doit être effectivement de moins consommer. Partout, c'est possible. L'énergie, la meilleure, c'est celle qu'on ne consomme pas, qu'on n'a pas besoin de produire. Même en ENR, la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'a pas besoin de produire. Donc, partout, il faudra essayer de traquer l'énergie dont on n'a pas besoin. Ça veut dire réorganiser certainement les accès à un certain nombre de nos services, de nos équipements, en les maintenant, parce que effectivement, on a depuis un certain nombre de semaines un concours Lépine, des mesures à la con, pardon, en matière d'économie d'énergie. Oui, alors si on arrête tout, si on ferme tout, ça c'est sûr, on va faire beaucoup d'économies. Mais à ce moment-là, on va aussi mettre tout le territoire à l'arrêt. Et je pense que c'est pas notre objectif. Donc on va pas faire ça. Il va essayer d'être un peu plus intelligent, moins consommer, et puis, partout où ce sera possible, mieux consommer. Et donc, essayer d'avoir des équipements et des modes de fonctionnement qui soient plus efficaces. On rend le même service, on rend le même confort, mais avec moins d'énergie et surtout une énergie décarbonée. Parce que on a tous en tête, là, aujourd'hui, l'étreinte terrible dans laquelle nous sommes sur les prix. Mais n'oublions pas qu'on a aussi le sujet des émissions de CO2 quand même qu'il faut arriver aussi à régler dans l'affaire. Alors heureusement, les fossiles, quand on réduit les fossiles, on réduit à la fois, je pense, la pression financière que nous subissons et puis on réduit les émissions de CO2. On a réfléchi et on voudrait vous proposer, enfin on va vous proposer aussi à l'ensemble des élus du territoire, mais aussi aux entreprises et aux particuliers, en fait, ce qu'il faut bien appeler une mobilisation générale pour la sobriété énergétique. Parce qu'il y a vraiment, je crois, sans dramatiser les choses, matière à se mobiliser tous sur ce sujet. Et donc, point de départ là, qui prochainement, va être prochainement posé, qui est celui du 3 novembre, où on va faire un peu le point de nous venons. Tout ce que je viens d'un peu d'expliquer oralement, on va redonner des chiffres, expliquer, mettre un peu en perspective les investissements qu'on a déjà faits, et puis tous ceux qu'on projette encore de faire, et qui doivent devenir encore plus prioritaires aujourd'hui qu'ils ne l'étaient dans le passé. Notre prochaine programmation pluriannuelle des investissements, il va falloir qu'elle priorise encore un peu plus les économies d'énergie que nous ne l'avons fait jusqu'à présent.
Et puis, il va nous falloir surtout encore expliquer mieux, je crois, aux particuliers, aux communes que vous représentez ici et à toutes les entreprises du territoire, comment elles peuvent essayer de se sortir un peu mieux de la situation dans laquelle nous sommes. Parce que je terminerai sur ce point. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, c'est l'effet, utilisons le mot récessif, extrêmement majeur, extrêmement préoccupant, que va avoir cette hausse de l'énergie et les adaptations un peu désespérées qu'un certain nombre d'acteurs économiques risquent d'avoir face à cela. Quand on est une collectivité, on peut toujours espérer que le budget étant là, on puisse continuer à faire fonctionner les gymnases, bon, en espérant une aide de l'État, un soutien. Tout ça n'est pas très glorieux, mais donne un certain confort. Quand vous êtes une entreprise et que vous n'avez juste plus du tout l'argent pour dépenser et acheter votre énergie, ben vous arrêtez votre production. Et quand des séries d'entreprises arrêtent leur production, à mon avis, assez rapidement, ça s'appelle une récession, un coup de frein extrêmement brutal sur l'activité économique. Je crois et je crains que ce soit ce que nous préparent les semaines et les mois qui viennent. Et donc, je crois qu'il va falloir aussi aider et penser à nos entreprises. Elles viennent de sortir d'une période pas très facile qui était celle du Covid, où une partie d'entre elles ont vécu des perturbations très fortes. Bon, je pense que la période qui s'ouvre va pas être beaucoup plus joyeuse et dégagée. Mais je crois là encore que dans ces moments-là, c'est important qu'on soit clair sur les objectifs qu'on poursuit, sur les moyens qu'on mobilise, parce qu'on en a quand même et il faut les mobiliser, et surtout sur l'intelligence collective qu'on essaie d'aller chercher. Parce que s'il y a vraiment une chose où on doit pouvoir arriver à gagner un tout petit peu, c'est en étant collectivement un peu plus intelligent, en travaillant, en se coordonnant. Prendre un exemple, je crois que si on décide chacun dans notre coin de régler le problème des illuminations de Noël, on va tous se faire engueuler 58 fois. Bon, sauf ceux qui n'en ont pas. Il y a peut-être aussi des communes qui n'ont pas d'illumination de Noël. Les bienheureux. Mais toutes celles et tous ceux qui en ont, on peut peut-être essayer d'avoir un groupe de travail dans les semaines qui viennent pour essayer de voir comment on pourrait tous faire à peu près la même démarche, utiliser de manière à ce que, au moins, sur le territoire d'Ardennes Métropole, on n'ait pas les uns qui continuent comme avant, les autres qui arrêtent tout, les autres qui fassent un entre-deux. Bon, bref, on peut peut-être arriver à essayer d'harmoniser, de se coordonner un petit peu, puis pourquoi pas d'échanger quelques bonnes idées, ou voire même de se prêter du matériel. Il peut y avoir des matériels qui soient moins consommateurs. Enfin bon, je prends cet exemple parce chacun le comprend bien et je pense qu'on peut arriver à développer ces approches plus collectives sur pas mal de sujets. En tout cas, je voudrais qu'on s'organise au niveau d'Ardennes Métropole pour vous les proposer. Vous les releverez ou pas, vous saisirez la main tendue ou pas, mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on puisse avancer dans cette direction. Voilà ce que je voulais vous dire, moi, ce soir, en marge de ce sujet sur le groupement de commandes des achats d'électricité. Voilà, il y a du pain sur la planche et pas mal de réflexions à ouvrir. Et ça commence, à mon avis, dès ce soir. Donc je donne la parole à l'assistance et je vois Christophe Dumont qui voulait s'exprimer. Oui, merci Monsieur le Président. Il y a beaucoup à dire sur cette question. La première chose que j'aimerais dire, c'est une remarque sur l'appel à des cabinets extérieurs, à des compétences extérieures. On a un fonctionnement qui explose, on diminue le personnel, on n'a plus la compétence en interne et on fait appel à des cabinets extérieurs. J'aimerais bien qu'on vérifie qu'on ne soit pas dans un cercle vicieux comme ça. J'aimerais bien qu'on fasse le point sur ce recours de plus en plus fréquent à ces cabinets extérieurs. La deuxième chose que je voulais dire, c'est... De quoi vous parlez, M. Dumont? De quoi vous parlez? Ce cabinet auquel on fait appel pour nous alerter sur les baisses sur le marché. C'est notre assistance à maîtrise d'ouvrage? Oui, tout à fait. Oui, elle nous accompagne sur tous les passations. C'est mon deuxième point. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, Monsieur le Président, prévenir que guérir? C'est-à-dire, moi j'ai entendu la dernière fois, j'ai entendu récemment, Inès de Montgond me dira si je me trompe,
que dans le cadre d'un programme qu'on aura avec l'ADEME, un gestionnaire de flux serait embauché, qui nous serait financé à 80% par l'ADEME. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas multiplier les compétences en interne afin que la collectivité, grâce aux 3 piliers que vous avez un peu décrits tout à l'heure, hein, la sobriété, l'efficacité énergétique et la production de renouvelables. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'en interne, on déploie des compétences pour effectivement avoir un territoire qui soit à l'abri des aléas et qui produise l'énergie, qui économise l'énergie? Vous allez me dire, on peut faire les deux. On peut effectivement avoir quelqu'un qui regarde les marchés et effectivement, en interne, multiplier les compétences. Oui, je vous réponds là-dessus ou vous passez à un autre sujet? Je veux bien poursuivre un peu. Je vous en prie. Ça s'emboîte. Ce que je voulais dire, c'est que les possibilités en matière de sobriété, d'efficacité, de production de renouvelables, on en a, hein, on les a vues encore récemment pendant 3 jours à Signy-l'Abbaye. On avait la chance, dans les Ardennes, d'accueillir tous les territoires à énergie positive de France, qui nous ont montré comment on pouvait atteindre pratiquement j'ai vu quelques communes, une commune alsacienne en particulier, Patrick Barbier, qui nous disait être très décontracté avec les tarifs de l'électricité, puisque les efforts faits en matière d'isolation des bâtiments, d'isolation des gymnases, d'avoir couvert tous les toits de l'agglo et de la commune par des panneaux photovoltaïques, permettait d'être très à l'aise avec les fluctuations du marché de l'énergie. Il y a des exemples tout autour, on pourrait les multiplier. Je sais qu'on fait un effort ici sur les bâtiments de l'agglo, un gros effort d'audit et d'efficacité énergétique. À côté, sur les crêtes préardennaises, ils vont se mettre à l'autoconsommation. L'autoconsommation, c'est vraiment l'avenir. Il se développe, des textes sont parus sur l'autoconsommation collective à Dun-sur-Meuse, tout près d'ici. Le maire remet en service une centrale hydroélectrique et il va en faire bénéficier les entreprises et les citoyens alentours. Les citoyens pourront bénéficier de tarifs améliorés de l'énergie. Ce sont quelques-uns des exemples qu'on peut voir. Et effectivement, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Je crois qu'on a pris un peu de retard, mais on peut mettre désormais les bouchées de... Une autre chose que je voulais dire, c'est que ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier électrique. Il y a d'autres modes. On est les champions ici dans les Ardennes de la méthanisation. Pourquoi pas développer également les solutions dans ce domaine-là. Et la dernière chose, c'est effectivement, vous nous avez dit, Monsieur le Président, mais aussi en tant que maire de Charleville-Mézières, qu'effectivement, le 3 novembre, vous alliez annoncer des solutions. Moi, j'aurais aimé que ces solutions soient co-construites avec la population. J'aurais aimé aussi qu'on ait des débats à la ville et à l'agglo, mais je suis content qu'on le mène ce soir. Je suis aussi content que vous nous ayez esquissé, indiqué qu'il faudrait... moi, j'avais demandé un programme pluriannuel, peut-être vous le rappelez-vous. Je suis content que vous nous ayez indiqué qu'il faudrait que ces travaux d'économie d'énergie prennent une plus grande place dans notre programmation des investissements pour les années à venir. Ça, je m'en félicite. J'aimerais avoir de votre part à la fois un calendrier et un peu plus de chiffres sur ces aspects-là. Merci. Désolé d'avoir été un peu long, mais je crois que ça le mérite. Alors, sur le premier sujet que vous évoquiez, je crois qu'il y a une vraie confusion. On a à la fois, effectivement, au projet d'avoir un économiste de flux qui va nous aider à optimiser les consommations d'énergie sur les différents postes où nous consommons effectivement significativement de l'énergie. Et on a vu et on a découvert, depuis qu'on s'y intéresse, que par exemple, des petits sujets comme le traitement de l'eau sont extrêmement consommateurs d'énergie. Autant que le sont le chauffage de nos patinoires, ou le chauffage des patinoires, ou le chauffage des piscines, pardon, ou le refroidissement de la patinoire. Donc on est sur des enjeux énergétiques qui sont assez considérables, et effectivement, notre démarche est de trouver, quand le marché du travail nous permet de le faire, malgré tout, ce gestionnaire de flux, je crois qu'on ne l'a pas encore identifié. Pas faute d'avoir essayé depuis des mois et d'avoir déjà eu plusieurs démarches de recrutement qui, pour l'instant, n'ont pas abouti, parce qu'on a aussi un cadre de la fonction publique qui est formidable,
extraordinairement attractif pour les personnes qui ont des compétences extrêmement pointues comme celui-là. Les gens ne viennent pas, ne veulent pas rentrer dans la fonction publique. Et donc, aujourd'hui, on fait assez régulièrement des jurys infructueux sur ces postes très, très hautement qualifiés. Ce qui nous amène parfois à recourir à des marchés de prestations justement auprès d'entreprises parce qu'elles sont capables effectivement de nous apporter la compétence dont nous avons besoin. Mais ça, c'est un sujet. L'autre, c'est un accompagnement technique et juridique sur l'évaluation des offres qui nous sont faites par les énergéticiens. Et là, je crois pouvoir parler au nom, pas simplement des services et des élus d'Ardenne Métropole concernés par ce sujet, mais s'il y a groupement de commandes et si des communes se joignent à nous pour passer ces marchés, c'est parce que c'est épouvantablement compliqué et complexe. Et que, donc, précisément, on a bien besoin d'avoir un service commande publique aussi compétent que possible, accompagné et appuyé sur ce sujet d'une assistance en maîtrise d'ouvrage, ce qui est fait dans toutes les collectivités, ce que nous allons faire à chaque fois, ce que nous allons continuer à faire à chaque fois que nous passerons un marché important. La prochaine délégation de service public, je ne sais pas qui en sera le lauréat, mais je sais qu'on aura une assistance à maîtrise d'ouvrage pour nous aider dans les transports à faire le point sur où nous en sommes aujourd'hui, quelles sont effectivement les priorités, parce qu'on est sur des documents qui à chaque fois sont des contrats qui font plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de pages. Et donc, effectivement, alors qu'on en fait une fois de temps en temps, il ne serait pas rationnel d'avoir la compétence en interne. On va la chercher en externe. Et très clairement, polémique sur le recours à des compétences externes, je la trouve un peu facile et en l'occurrence tout à fait inadaptée. Sur le retard, c'est je crois, le discours que vous nous tenez, vous trouvez toujours tout un tas d'exemples, en général plutôt à Grenoble, autour de Grenoble, pour nous expliquer que non, on est en retard, oui, cette fois-ci c'est effectivement signer l'abbaye d'Ain-sur-Meuse. Bon, très bien, ça ne vous aura pas échappé qu'on est malgré tout sur des ensembles qui en termes de population sont un tout petit peu plus petits que le nôtre, et que par ailleurs, je crois qu'en matière de sobriété, nous avons commencé très significativement à travailler sur nos équipements et que nous en continuons à le faire. Ce que je vous indique sur la priorisation en matière de PPI, on y travaille et vous serez, comme conseiller délégué communautaire, invité à y travailler en commission, bien sûr en conseil communautaire à chaque fois qu'il y aura des décisions à prendre. Sur les énergies renouvelables, je ne veux pas nous renvoyer éternellement à la Macérienne, mais enfin, on a un beau projet là aussi qu'on cherche à faire avancer, avec en plus une composante industrielle locale qui n'est pas neutre. Si on avait fait le choix d'aller chercher une turbine chinoise, elle serait installée depuis 2 ans. C'est pas ce qu'on a voulu faire et donc c'est effectivement un petit peu plus long et un peu plus complexe, mais on équipe aussi toutes des hauteurs d'eau au Val de Vence, dans les jours qui viennent sur la Sormonne, dans les mois qui viennent sur la Sormonne, comme vous le savez, puisqu'on a décidé de vendre à un autre porteur de projet qui cherche à investir là-bas. Donc il me semble vraiment que sur ces différentes rubriques, nous faisons partie, ce que je disais tout à l'heure, des collectivités qui travaillent, qui s'organisent pour plus de sobriété, plus d'efficacité et effectivement développer les énergies renouvelables. On a même, je le revendique, eu sur le territoire d'Ardenne Métropole une position de soutien sur le seul projet éolien qui existait sur le territoire d'Ardenne Métropole. Projet qui malheureusement au bout d'années et d'années de procédure est toujours non réalisé, mais sur ce sujet-là, nous n'avions pas fui nos responsabilités, loin s'en faut, au contraire, on les avait assumées. Alors on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, hein. On sait bien qu'effectivement c'est un mix énergétique sur lequel il nous faut travailler, et j'espère que dans les semaines qui viennent, la CEM-ENR que nous avons constituée avec la région va pouvoir commencer effectivement à produire par ses investissements des résultats et dynamiser la production d'énergie renouvelable. C'était son objectif et je compte bien qu'elle tienne cette promesse. Pour terminer sur ce qui est proposé, ça n'est pas une réunion pour entendre la bonne parole. On va pas lire les évangiles, et même l'évangile écolo, le 3 novembre prochain. Ce qu'on va faire, c'est le 3 novembre prochain, retracer le chemin parcouru jusqu'à présent, les objectifs qui sont ceux d'Ardenne Métropole et des communes qui voudront en parler, parce qu'il y a
plein de communes qui agissent aussi dans ce domaine-là, communes membres. Et donc, je crois qu'il s'agit de mettre en valeur aussi ces projets. C'est, comme toujours, le bloc communal, communes et intercommunalités qui agissent ensemble. Et puis, ensuite, qu'on ait effectivement des séances spécifiques sur ce qu'il peut être fait avec les collectivités, ce qui peut être fait avec les particuliers dans une autre séance, dans un autre cadre, et ce qui peut être fait avec les entreprises. Et bon, je pense que chacun comprendra qu'on est sur des sujets extrêmement techniques. On a besoin de faire se rapprocher les gens qui cherchent des informations, qui cherchent des solutions, et ceux qui peuvent en proposer. Bon, on ne va pas se lancer dans une concertation de tous azimuts, parce qu'on a, je crois, quand même aussi une certaine urgence à agir sur le sujet. Mais de toute façon, l'objet de la démarche, c'est vraiment pas simplement de faire bouger notre collectivité, celle pour laquelle nous siégeons ce soir, mais vraiment l'ensemble des collectivités du territoire, des habitants et des entreprises. C'est un combat collectif, je me permets de le redire. Sylvain Dalla Rosa. Oui, rapidement, Monsieur le Président. Toutes les initiatives prises pour économiser l'énergie sont les bienvenues. Sont les bienvenues parce que il faut changer en profondeur. Et ça ne permettra pas, les initiatives qu'on pourra prendre ne changeront rien en profondeur si l'État n'intervient pas. Or, vous ne l'avez pas cité, je comprends bien votre embarras pour parler du gouvernement, mais en l'occurrence, le gouvernement affiche tout son mépris. Mais je n'ai pas entendu que vous parliez du gouvernement. Non, effectivement. Donc, moi, je peux me permettre de... J'aimerais que vous le fassiez, parce que je savais que vous... Chacun son rôle. Tout est de sa faute, forcément. Vous alliez forcément nous en parler. Le gouvernement affiche tout ça, son mépris à l'égard des collectivités. J'ai été sur Internet, j'ai vu que 8 associations d'élus viennent d'écrire, en date du 30/09/2022, viennent d'écrire au gouvernement. Ils n'ont pas eu de réponse. Et c'est une attitude de mépris à l'égard des collectivités, parce que là, on regroupe l'ensemble des collectivités, avec le courrier qui a été adressé, mais aussi à l'égard des particuliers. Donc il nous faudrait prendre des initiatives. Et je vous suggère, Monsieur le Président, que notre communauté d'agglomération puisse écrire au Président de la République et à Madame la Première ministre pour l'interpeller sur les difficultés financières qui incombent aux collectivités locales dans la mesure où l'énergie a triplé ou a quadruplé son prix. Alors pour terminer, je ne reprendrai pas la parole. Les mesures qui sont prises dans le dossier, parce qu'en fait, il nous faut parler du dossier aussi qui nous est présenté ce soir. Je trouve que l'initiative est la bienvenue et qu'il faut aller dans ce sens-là et multiplier les initiatives de ce genre. Merci. Je ne reviens pas sur... C'est parfait, je le note. Sur les messages politiques, je crois que vous avez Intercommunalité de France, parmi les 8 organisations que vous avez là. Voilà. Bon, Intercommunalité de France, j'en suis juste un vice-président et donc je vous représente, je vous assure, dans ce cadre-là. Et on a décidé en bureau, effectivement, cette interpellation. C'est la représentation de nos intercommunalités. Et effectivement, on est solidaire des autres organisations de collectivités pour demander qu'il y ait une prise en compte de la situation inouïe, inédite que nous vivons, qui effectivement déstabilise tous nos budgets de fonctionnement. Il y a un début de réponse qui figure dans la loi de finances rectificative pour 2022, avec une aide sur 2022 calculée pour les collectivités les plus en difficulté, et hélas, nous en faisons partie, en tout cas ici à Ardennes Métropole, sur l'évolution de notre épargne nette, on devrait pouvoir bénéficier de cette aide-là. Ça, ce sera du plus, mais très honnêtement... je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui, on puisse avoir un discours aujourd'hui consistant à dire on va réclamer des aides et puis ne rien faire. Je pense que le discours le plus responsable, c'est celui d'essayer de se mobiliser pour maîtriser au mieux nos consommations, revoir le plus possible, de donner le plus d'air possible. Si derrière, nous pouvons être aidés sur les investissements, par l'État, par la région, par l'ADEME, dans le cadre du contrat Climaction qui fonctionne remarquablement bien sur la région Grand Est, entre l'ADEME et la région. Si on peut être aidé en allant chercher des C2E, vous allez voir qu'un peu plus tard dans le rapport, on remet à jour notre outil pour mobiliser ces certificats d'économie d'énergie. Toutes ces possibilités d'aide là seront les bienvenues, mais
Le sujet, c'est d'abord d'avoir des projets soit de réduction des consommations, soit d'efficacité énergétique sur nos bâtiments, soit de production d'énergie renouvelable. Donc, de toute façon, il faut en passer par là. Et puis ensuite, si nous sommes aidés, là encore, c'est une très bonne chose. Mais je crains que la demande consistant à dire on veut être exonéré de cette crise énergétique finalement et on ne veut pas avoir à la supporter, soit une demande qui ne puisse pas prospérer. Tout le monde voudrait pouvoir ne pas avoir à subir des hausses des prix d'énergie. Mais le problème, c'est que l'État, c'est aussi nous et tous comme citoyens qui le finançons. Il n'y a pas, cette fois-ci, il y a quand même une vraie unité, pour le coup nationale, à laquelle nous n'échapperons pas. Donc je crois que commençons par faire effectivement un certain nombre d'efforts. Et puis, et c'est bien l'objet de la demande qui est faite par les associations de collectivités, dont je suis tout à fait solidaire, il n'y a pas une virgule à retirer. Si nous pouvons être aidés dans cette démarche-là, eh bien ça, et je crois que nous devons être aidés dans cette démarche, ça ne sera que mieux. Et nous pourrons aller encore plus vite parce que le sujet, c'est même pas tellement, je parlais tout à l'heure des réductions de consommation. Je disais 75% de réduction de la consommation d'énergie. Eh bien, je ne vais pas prendre des exemples uniquement centrés sur Charleville-Mézières, mais c'est forcément ceux que je connais le mieux. On est sur le point, en matière d'éclairage public, de passer à un marché qui va nous permettre de faire ça. Mais seulement au bout de 4 ans d'investissement. Réduire de 75% la consommation sur l'éclairage public, c'est possible. C'est ce que nous allons faire, mais simplement au prix de 4 années de lourds investissements. Donc ce qu'il faut arriver à faire comprendre effectivement au pouvoir public, au président de la République, je m'y suis un peu employé à titre personnel, et à tous les ministres que nous croisons, c'est que c'est la vitesse à laquelle on demande d'évoluer qui est aujourd'hui intenable. Réduire de 75% sa consommation en un an, ça, je ne sais pas qui le sait le faire, sauf effectivement à fermer les services publics. Ce qui n'est pas notre ligne ici, je vous le confirme. Non, je vous assure. Non, oui, enfin si, bien sûr. Vous trouverez toujours des gens qui trouvaient que le seul moment intéressant pour aller se baigner, c'était le dimanche à 17h30. Ça, c'est sûr, j'en connais. Je les lis sur Twitter comme vous. Ça me fait beaucoup rire. Après, quand on est confronté aux réalités, c'est un peu plus difficile. La critique est toujours facile. Alors, il faut qu'on mette aux voix quand même ce groupement de commandes, parce qu'on a un peu... Voilà, on a un peu tourné autour du sujet. Je ne vais pas dire, ce n'est pas des digressions, mais on a... je pense qu'il faut le voter. Donc, est-ce qu'on vous approuvez la constitution de ce groupement de commandes et le lancement des marchés passés dans ce groupement? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport 6, c'est toujours Odile Glacé. On va essayer de faire moins long sur un groupement de commandes permanent. Oui, merci, Président. Donc, il s'agit du groupement de commandes permanent avec système d'adhésion afin de répondre à des besoins récurrents. Les avantages, c'est une seule convention pour la durée du mandat, sans que les communes ne se prononcent au préalable. Adhésion et retrait de manière plus souple par le système d'adhésion. Une adhésion possible à tout moment. Système proche de celui de la mutualisation et donc permettre un choix pleinement éclairé sur les groupements auxquels les communes souhaitent participer, concernant les fournitures, services, travaux. Le format classique demeure avec le besoin ponctuel. Et enfin, une réunion d'information à destination des communes est prévue le jeudi 20 octobre 2022, de 11h à 12h en visioconférence. Donc il s'agit d'approuver ce groupement de commandes permanent avec système d'adhésion. Bien. Groupement de commandes permanent. Ça va simplifier nos ordres du jour, ça aussi. Alors, s'il y a des questions? Non? Eh bien, je vous propose de le mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, on va se détendre un tout petit peu. On va parler de la décision modificative numéro 1. Et j'ai donné la parole à Michel Normand. Merci, Président. Donc, la décision modificative numéro 1
Recettes réelles de fonctionnement pour un total de 371 626, avec justement la cession des C2E qui sont une recette de fonctionnement, mais on les retrouvera quand on va les restituer en investissement, on les retrouvera en investissement quand on va les restituer à la ville de Charleville. Les dépenses réelles de fonctionnement à hauteur de 355 269, avec un certain nombre de choses, la dotation de solidarité complémentaire, un petit complément que nous verrons dans le rapport numéro 8, l'externalisation des clauses sociales avec Copélis, une subvention pour l'enseignement supérieur, ça fera l'objet du rapport 13 dont nous parlera tout à l'heure Guillaume Maréchal, une subvention d'équilibre un petit peu plus pour le camping en bas de la page. Je ne lis pas toutes les lignes, je pense que vous en avez pris connaissance. Et la différence entre les deux, les recettes et les dépenses, une dotation aux amortissements majorée de 3 400 € et une subvention d'équilibre par un virement, une subvention d'équilibre à l'investissement à hauteur de 12 957. S'agissant justement de l'investissement, recettes réelles d'investissement, moins 82 517. Vous avez le détail et j'attire votre attention sur les emprunts sur lesquels nous baissons le recours à l'emprunt à hauteur de 111 599. Et on retrouve donc la dotation des amortissements et la subvention d'équilibre. Les dépenses réelles d'investissement, un complément pour le bâtiment de Donchery, une borne CIO. CIO, c'est pour une borne électrique pour nos bâtiments, pour nos véhicules de la DBA. Un certain nombre de modifications de crédits de paiement pour les AP. Le reversement des C2E 11 604 à la ville de Charleville. La subvention vélo à hauteur de 72 000, et le président en a parlé tout à l'heure dans le premier rapport, c'est pour honorer les subventions vélo. Le schéma vélo, moins 36 000. Un certain nombre d'autres modifications, en particulier les travaux au stade du Gauguez et la réparation de la sonorisation. J'avais oublié de parler tout à l'heure de la recette de fonctionnement correspondante qui nous a été faite par les assurances. Les autorisations de programme, donc nous clôturons une autorisation de programme en bas de la page 55 puisque l'ORAC est terminé. Vous avez dans les pages suivantes toutes les modifications de crédit de paiement, page 57, toutes les modifications de crédit de paiement qui en rapport avec les autorisations de programme. Le budget des transports pour lequel nous ne faisons pas de DM. Le budget de l'eau, et tout à l'heure on parlait des cabinets de conseil, et là vous allez voir que les cabinets de conseil peuvent servir. La preuve qu'ils peuvent servir, c'est qu'ils nous ont permis de recéter une partie de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Vous voyez que, par exemple, pour le budget de l'eau, nous avons une recette de 42 832 et nous avons donc honoré les honoraires, c'est le cas de le dire, à hauteur de 15% pour le cabinet conseil qui nous a bien aidé sur le sujet. Ceci dit, en passant, quoi. Budget de l'assainissement, même réflexion avec une TICFE, une récupération de recettes de TICFE à hauteur de 7 260 et toujours avec 15% payé à un cabinet qui nous a aidés sur le sujet. Je passe aux pages suivantes. 59, zone d'activité, pas de modification. Budget annexe du camping, halte fluviale à hauteur de 12 000 €. Nous majorons la subvention d'équilibre. Le budget des déchets, pour lequel nous faisons un certain nombre de modifications. Nous avons un petit peu plus de recettes de TOM et un petit peu plus de recettes de redevances spéciales. Nous avons un certain nombre de charges, en particulier le protocole pour avoir arrêté la collecte hippomobile. Et vous voyez que nous conservons la subvention d'équilibre à hauteur de 900 000 €. Non pas que nous n'avons pas confiance dans les très bonnes statistiques, et Jean-Luc pourrait en parler mieux que moi, et il y a encore eu hier, je crois, envoyé un document dans les communes dans lequel où on voit nettement que nos efforts commencent à payer, enfin commencent et continuent à payer. C'est tout simplement, on garde cette subvention d'équilibre à hauteur de 900 000 € parce que vous n'ignorez pas que nous ne sommes pas tout seuls dans l'affaire et que nous avons, et là je parle au nom de Valodea, subi un terrible sinistre dont à cette heure-ci on ne connaît pas toutes les conséquences. En particulier, nous sommes obligés d'aller faire trier notre tri ailleurs. Donc nous conservons cette subvention d'équilibre. Nous sommes sûrs à 99% que nous n'aurons pas besoin de la totalité de ça, mais par prudence, nous la gardons. Donc voilà, Président, il s'agit de voter budget par budget, si tu veux, l'ADM. Oui, alors on vote par... Oui, on va ouvrir le débat, puis ensuite il y a effectivement le vote de l'ADM budget par budget et la liste des
Oui, budget général, la décision modificative et toutes les autorisations de programme. Hein. Ok, très bien. Bon, on prendra les choses dans l'ordre, mais pour l'instant, je me permets de donner la parole à qui la veut. Sylvain Dalla Rosa. Oui, très rapidement, c'est comme on disait précédemment dans le sujet précédent, les finances des collectivités sont dans un équilibre fragile et qui risque de nous péter à la figure si on n'y prend pas garde. La revalorisation du point d'indice, j'ai quelques questions, hein, je ne vais pas faire une analyse complète du dossier, mais la revalorisation du point d'indice des personnels territoriaux de 3,5% est une très bonne chose, une très très bonne chose, mais elle est supportée exclusivement par les collectivités. Quel impact ça aura sur le budget de la collectivité et de la communauté d'agglomération? Non, déjà, je disais que les finances étaient précaires, mais vous l'avez dit vous-même, hein, je le rappelle, notre collectivité connaît une période dure et d'un point de vue budgétaire, l'encours de la dette s'élève à plus de 50 millions. Un investissement, l'emprunt recule de 11 599. Dans quel domaine des économies ont-elles été faites? Michel, je ne sais pas, sur le coût de la revalorisation du point d'indice, on était quoi, sur 700 000? On est sur 700 000 en année pleine, et là, donc là, 400 000 cette année, puisque c'était au 1er juillet. Voilà. Avec, malgré tout, la combinaison avec ce que je disais tout à l'heure, article 26, je crois, de la loi de finances rectificative de 2022, où on a donc 50% du coût qui, in fine, pourrait nous être reversé, mais après constat du compte administratif 2022, donc c'est-à-dire en juin 2023. Donc je ne sais d'ailleurs pas comment, en trésorerie, de toute façon, ce ne sera pas possible de réimputer, mais enfin, en tout état de cause, on pourrait repercevoir de l'État la moitié de cette somme au milieu de l'année prochaine. Je dis pourrait parce que c'est lié en fait il y a plusieurs conditions. Les conditions, grosso modo, il faut être très pauvre. C'est notre cas. Et puis ensuite, il faut en plus qu'on soit pauvre, mais que les résultats financiers de la collectivité baissent. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce que les nôtres baissent assez? Bon, alors, mais oui, mais c'est ça. Alors, c'est même d'ailleurs, un truc un tout petit peu étrange, parce que normalement, quand on met des critères comme ça, c'est pas des critères sur lesquels on peut agir. Bon, mais un critère sur lequel on peut éventuellement même encore agir. On ne va pas le dire ici, naturellement on est entre nous, mais enfin bon, c'est un tout petit peu étonnant. Cela dit, c'est 1000 fois justifié compte tenu de la situation, là encore, que nous subissons. Et il y a un deuxième critère qui est, en fait, l'idée c'était de compenser. C'est une démarche qui, dans l'esprit, correspond assez à l'idée de péréquation que nous avons. Parce que beaucoup de collectivités, en réalité, n'ont pas les mêmes difficultés que nous. Nous, aujourd'hui, on est dans cette situation parce que, en fait, nous sommes un territoire plutôt pauvre qui a fait le choix de ne pas mobiliser massivement la fiscalité auprès des particuliers. Donc, on a des ressources limitées et des dépenses effectivement importantes. D'autres collectivités dans une situation financière bien meilleure, et une mesure générale qui aurait consisté à aider tout le monde indistinctement, aurait aidé des gens qui n'en avaient pas forcément besoin et nous aurait aidé très peu alors qu'on pense effectivement en avoir besoin. Le dispositif dont on parle là, il est centré sur des communes qui effectivement ont une situation de pauvreté et une dégradation de leur situation financière. Et il est donc proposé, je crois que c'est 50% de la facture d'énergie et 70% d'une facture 15. qui est... 75 sur l'inflation hors énergie, puisqu'on a aussi une inflation sur tous les produits alimentaires, sur tout un tas de choses. Enfin, donc voilà. Et donc, au bout du compte, on pourrait retoucher 50% sur la facture énergétique et 75% des autres augmentations que nous subissons. Donc ça n'est pas tout à fait rien, c'est centré sur les plus pauvres comme nous. Maintenant, c'est au milieu de l'année prochaine et on a donc encore un peu de mal à le quantifier et à sauter de joie parce que quand même, ça nous laissera une bonne partie de la facture à notre charge, ce qui ne nous exemptera pas d'efforts nouveaux. Michel, si tu avais terminé. Non. Ok. Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous proposais qu'on mette effectivement aux voix. Alors, on va voter, pour faire plaisir à Lionel Hugo,
d'abord l'équilibre de la décision modificative. C'est ça, hein, Lionel, hein? Ouais. Donc, je vais pardonner les montants. Milieu de la page 60. Voilà, monsieur. Au milieu de la page 60 ? Oui. Ah ben voilà, exact. Il proposait aux membres d'approuver la décision modificative. Donc, budget principal. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions, si j'ai bien compté. Sur les budgets annexes, budget annexe des transports, qui est contre? Il n'est pas touché, hein. Qui s'abstient? Il n'y a rien dessus. Enfin, il n'y a pas de modification dessus par l'ADM. Sur le budget annexe de l'eau, en revanche, il y a une petite modification. Qui est contre? Qui s'abstient? D'accord. Sur le budget annexe de l'assainissement, il y a une modification en fonctionnement et en investissement. Qui est contre? Qui s'abstient? D'accord. Les zones d'activité, pas de mouvement dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Et le camping, 12 000 € en fonctionnement. Qui est contre? Qui s'abstient? Aussi sur le camping? D'accord. Très bien. Il reste les déchets. Il reste les déchets. Et là, il y a des mouvements en fonctionnement et en investissement. Qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. Merci à vous. Ça, c'était le rapport 7. Et on peut passer au rapport 8, qui est un autre rapport financier. Donc, je cède de nouveau la parole à Michel Normand. Donc le rapport 8, dotation de solidarité communautaire, comme en 2019 et en 2020, Ardennes Métropole a institué la dotation de solidarité complémentaire au bénéfice des communes signataires du contrat de ville, étant entendu que ces communes-là sont Charleville, Sedan, Nouzonville et Viviocourt. Le principe est que nous devons redistribuer moitié à ces 4 communes-là au travers d'un certain nombre de critères. Nous devons redistribuer la moitié de l'augmentation de la fiscalité professionnelle. Vous voyez en bas de la page 62 que la fiscalité professionnelle a augmenté entre 2022 et 2021 de 538 659. Nous devons donc, au travers d'un certain nombre de critères, redistribuer la moitié, c'est-à-dire 269 330, et nous proposons donc de redistribuer 269 000 pour faire des calculs plus simples. Page suivante, page 63, nous proposons de redistribuer de la même façon que nous l'avons fait dans les années précédentes, à savoir au travers de 3 critères, le revenu par habitant, l'écart de revenu moyen par rapport à la moyenne d'Ardennes Métropole et le potentiel fiscal de chacune de ces 4 communes. Alors pour faire assez simple, vous voyez par exemple le cas de Charleville, le revenu moyen par habitant des habitants de Charleville est de 11 892,66, la moyenne étant de 12 647,41 de toutes les communes de l'Ardenne Métropole. L'écart de revenu est de 754,76 €. S'agissant du potentiel fiscal, vous voyez que le potentiel fiscal de Charleville est de 688,58 et que la moyenne est de 765,65. Et s'agissant de la population, vous voyez que la population de Charleville est de 47 855 sur 73 184. En partageant en 3 tiers cette dotation de 269 000, ça donne les résultats à la page 64, c'est-à-dire nous proposons de réattribuer à Charleville 184 913, à la ville de Sedan 55 216, à la ville de Viviocourt 4 201 et à la ville de Nouzonville 24 670. Et vous avez dans les colonnes rappel 2019 et rappel 2020 ce qui a été rétrocédé, si j'ose dire, à ces 4 communes-là. Voilà, Président, rapidement ce rapport. Merci Michel. Bon, et je voulais rappeler, hein, puisque ça a été une décision commune, complètement assumée, mais néanmoins parfois un peu douloureuse, où pendant 4 années de suite, en 2015, en 2016, en 2017 et en 2018, Sedan et Charleville-Mézières ont refusé la mise en place de cette dotation de solidarité communautaire. On aurait pu à l'époque demander, les paramètres étaient calculés et on n'a pas souhaité le faire. Donc je rappelais juste que effectivement, ça fonctionne avec le surplus de ressources fiscales. Donc on ne retire rien à personne dans cette mesure, mais qu'on a aussi, je crois, fait montre
d'une vraie solidarité avec le reste du territoire pendant tous les débuts compliqués qui ont été ceux de notre collectivité. On ne s'attendait pas, je crois que c'était l'objet de notre dernier débat d'orientation budgétaire, à ce que ces débuts compliqués nous rattrapent quelques années plus tard et qu'on se retrouve dans une situation financière finalement bien semblable à celle qu'on a connue en 2015-2016, où il avait vraiment fallu réduire, tailler, hélas, dans certaines de nos dépenses. Est-ce qu'on peut mettre aux voix ce rapport ou est-ce qu'il y a des questions dessus? Non. Je vais le mettre aux voix à ce moment-là. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport suivant concerne justement les certificats d'économie d'énergie. Alors, je vais laisser le soin à Inès de Mongon. Peut-être pas de nous réexpliquer complètement le dispositif, sauf si tu as vraiment quelques phrases synthétiques qui permettent de le... Voilà. Mais je te cède la parole, Inès. Merci, Monsieur le Président. Alors, dans ce rapport, on vous propose en fait tout simplement de renouveler la convention avec OTC Flow, qui est un opérateur de certificats d'économie d'énergie. La convention qu'on avait signée en juin 2021 a pris fin au mois de juin 2022. Et là, on vous propose de la renouveler pour une période plus longue, de 3 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez en annexe un tableau qui montre ce qu'on a opéré ce qu'on a réalisé comme opération, soit pour le compte d'Ardennes Métropole, soit pour le compte de Charleville-Mézières sur l'année 2021, qui était ce qu'on appelle la période P4. Là, on rentre dans une nouvelle période qui est à partir de 2022, qui est la période qu'on appelle P5. Je vous rappelle également qu'on avait, en conseil communautaire pris une délibération auprès de 2 opérateurs, d'une part la SEM Octave et d'autre part OTC Flow. La convention avec OTC Flow, en fait, que l'on renouvelle aujourd'hui, nous permet de valoriser à un meilleur prix les C2E, même si ce prix est en baisse, puisqu'on avait, on est sur un marché d'offres et de la demande, et en fait il y a eu énormément de valorisation de ces 2 œufs en 2021. Il y a eu un surstock en fait sur la période P4 qui a été reporté sur la période P5. Donc, je rappelle également que la convention avait donné lieu à des délibérations de la part de communes membres qui sont Charleville-Mézières, Noyer-Pont-Maugis, Vrigne-aux-Bois, Ballan, Sedan, qui ont délibéré sur cette convention. Il est possible pour toutes les autres communes, évidemment, d'adhérer à ce dispositif, sachant qu'on a mis en place une convention de regroupement qui nous permet d'avoir des meilleurs prix de valorisation. Donc, que vous dire d'autre? Oui, que le prix a baissé et que dans cette convention, la dernière convention 2021 avait fixé un prix de valorisation à 5,80 € pour le mégawattheure CUMAC. Et cette nouvelle convention propose une valorisation minimale à 4,80 € mégawattheure CUMAC. C'est un tarif de rachat minimal et une proposition financière nous sera faite pour chaque gisement identifié selon l'évolution du cours du marché. Donc c'est une convention qui est proposée jusqu'en 2025. Elle s'appliquera à partir du prochain dépôt, à partir de décembre 2022, qui concernera toutes les opérations réalisées au cours de la période de l'année 2022. Elle n'est pas exclusive, c'est important de le savoir, c'est-à-dire que les communes membres peuvent très bien passer par l'intermédiaire d'Ardennes Métropole et donc d'OTC Flow, mais également faire appel à d'autres opérateurs si ils proposent des offres plus intéressantes. L'objectif premier de cette convention avec OTC Flow étant de simplifier l'accès à la valorisation des certificats d'économie d'énergie. Donc vous avez le projet de convention en annexe qui a été vu en 2e commission et approuvé à l'unanimité. Voilà, peut-être avez-vous des questions? Oui, merci Inès. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors je vais mettre ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport numéro 10, réforme des véhicules. C'est Jean-Luc qui nous en parle. Il s'agit de nous prononcer sur la réforme et la sortie de patrimoine de 4 véhicules de la régie des déchets. 3 véhicules sont déclarés hors service et non réparables, vont être cédés
pour destruction. Donc une bombe de 19 tonnes, un fourgon transit et un Kangoo Ben Renault. Le quatrième véhicule, lui, une bombe de 26 tonnes, va être mis aux enchères par l'intermédiaire d'une convention qui nous lie avec le site de vente aux enchères Agorastore. Outre le fait de nous prononcer sur la réforme et la sortie, il s'agit d'approuver la vente aux enchères, de préciser que la recette sur cette vente aux enchères alimentera le compte 775 et d'autoriser le président à signer tous les documents. Pour terminer, vous avez page 75, les caractéristiques de ces 4 véhicules hors service et réformés. Ce sont 4 véhicules qui ont entre 11 ans pour le moins ancien et 22 ans pour le plus ancien et dont le kilométrage est compris entre 132 000 et 238 000 kilomètres. Voilà, Président. Merci. Personne ne dira qu'on ne pousse pas nos véhicules au bout, hein. Ceux-là, il n'y a plus grand-chose à en tirer. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Eh bien, je vais vous mettre aux voix ce rapport. Alors, qui est contre ces sessions? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport suivant, c'est Marie-Pierre Debreu qui va nous l'exposer, qui concerne une problématique d'habitat. Merci. Oui, alors donc là, il s'agit de la demande d'exemption en application de l'article 55 de la loi SRU pour les communes de Vrigne-aux-Bois et Villesmeuse. Donc, nous sommes là dans le cadre de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, loi SRU, visant à recréer un équilibre social de chaque territoire et à répondre à la pénurie de logements sociaux proportionnels à leur parc résidentiel. Les communes concernées sont celles de plus de 3500 habitants, appartenant à des intercommunalités de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Il est question ici de justifier d'un quota de 25% de logement social. Pour Ardennes Métropole, la situation locale ne justifie pas un renforcement des obligations de production et cette obligation est donc fixée à 20% de logements sociaux. La loi égalité-citoyenneté de janvier 2017 a révisé les conditions d'exemption et un décret du ministère du Logement fixe pour chaque période triennale la liste des communes exemptées des obligations de mixité sociale. Donc les communes de Villesmeuse et de Vrigne-aux-Bois bénéficient de cette exemption sur la période 2020-2022. Un certain nombre de sanctions pour les communes carencées sont prévues par la loi, telles que par exemple la majoration jusqu'à 5 fois du prélèvement initial dû par les communes qui ne respectent pas leurs objectifs triennaux de production de logements sociaux. Donc, la période triennale actuelle prenant fin, une nouvelle procédure de demande d'exemption est nécessaire pour solliciter l'inscription des communes qui seraient concernées par le futur décret. Les communes de Vrigne-aux-Bois et de Villesmeuse pourraient donc être concernées. Vrigne-aux-Bois, pour le cas de Vrigne-aux-Bois. Vrigne-aux-Bois s'approche des 20% réglementaires, donc 20,69 au 1er janvier 2021. Et l'impact des logements sociaux agréés dernièrement, 37 logements en 2021-2022, sera effectif uniquement à la mise en location 2023 à 2025 minimum. En attendant, la situation s'aggrave d'année en année puisque les logements privés déconventionnés, depuis quelque temps, sortent progressivement du calcul. La probabilité pour que la commune passe sous le seuil de 25% est donc relativement forte. Dans cette hypothèse, à défaut d'exemption, seule la procédure d'exonération permettrait à la collectivité de ne pas être prélevée financièrement. Pour la commune de Villesmeuse, le taux actuel de 22,8% laisse penser qu'il n'y aurait plus besoin d'une exemption, la condition étant remplie. Toutefois, en votant à nouveau l'exemption, il s'agit de garantir à la commune sur les 3 prochaines années qu'elle ne sera pas soumise à des sanctions, même si le taux redescend au-dessous des 20%. Donc la demande d'exemption pour ces 2 communes pourrait se faire sur les motifs suivants. L'exemption pour faible tension du marché locatif social. Le nombre de demandes LLS par rapport au nombre d'emménagements annuels est inférieur à un seuil fixé par décret. Et l'exemption, l'autre argument, l'exemption pour isolement ou difficulté d'accès au bassin de vie et d'emploi environnant, rendant la commune faiblement attractive.
Voilà, Président. Donc, nous sommes amenés à nous prononcer sur cette demande d'exemption en application de l'article 55 de la loi SRU pour les communes de Villers-Meuse et de Vrigne-aux-Bois. Merci. Alors, bon, vous avez compris qu'il s'agit en fait non pas d'exonérer nos communes membres et amis d'une quelconque obligation, mais plutôt, puisque le dispositif prévoit qu'au-dessus de 20%, on puisse demander l'exonération, d'acter cette exonération de pénalité. Je crois qu'on a un peu autre chose à faire, effectivement, que de faire reverser au budget général de l'État des moyens qu'on pourrait continuer à attribuer les uns et les autres au bon fonctionnement de notre territoire. Donc, voilà, je propose effectivement qu'on puisse acter cette demande. Est-ce qu'elle suscite des discussions de votre part? On a, d'ailleurs, je peux me permettre de poursuivre. On a le problème, nous, inverse dans nos communes de Charleville et de Sedan, où effectivement, on a des niveaux, des pourcentages de logements sociaux qu'on aimerait arriver à faire baisser un tout petit peu, pas pour loger moins de personnes en difficulté, mais simplement pour avoir plus de mixité. Parce que c'est vraiment ça le sujet. Et donc, le problème de la loi SRU a toujours été, me semble-t-il, de prendre le sujet uniquement par celui des planchers et sans imaginer qu'il pouvait y avoir aussi une utilité d'avoir des plafonds. Et que trop de logements sociaux sur certaines communes, c'est trop aussi. Et ça n'est pas favorable, y compris pour les gens qui y vivent, qui se trouvent effectivement dans une situation où ils ne vivent pas de mixité. Alors, on n'est pas comme dans certaines communes d'Île-de-France que j'ai connues dans une vie professionnelle antérieure. Je crois que la commune de Dugny dépasse les 80% de logements sociaux. Autant dire que là, plus de mixité, hein. Plus du tout. Mais même à 40 ou 45, comme les niveaux auxquels Charleville, Sedan ou Reims se trouvent, puisque la ville de Reims a aussi un taux de logements sociaux très élevé, bon, ça devient un problème. Et je crois qu'il y a effectivement le sujet d'avoir une répartition plus équitable sur l'ensemble du territoire. Là encore, la mixité, c'est quelque chose qui fait du bien à tout le monde. Écoutez, si on n'a pas de débat plus que ça sur ce sujet, je vous propose de le mettre aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport 12. Alors, Guillaume Maréchal, effectivement, aurait pu nous en parler, mais il est, comme vous le savez, président du parc naturel régional et se tiennent aujourd'hui et demain, je crois, ou demain et après-demain, je ne sais plus, les journées des parcs naturels régionaux de France. Et donc, il représente le PNR des Ardennes à cette manifestation, ce qui m'amène à rapporter les deux rapports qui lui étaient attribués aujourd'hui. Le 12 concerne l'exercice habituel de participation d'Ardennes Métropole au chéquier étudiant. Vous savez que depuis quelques années, dans le cadre de l'accueil et de l'amélioration des qualités de l'accueil accordé à tous les étudiants sur Ardennes Métropole, pas que ceux de Charleville-Mézières, bien évidemment ceux qui sont à Sedan et à Bazeilles sont concernés par cette opération. On met en place un petit chéquier dans lequel on a à la fois des possibilités d'accès dans les équipements ludiques et sportifs d'Ardennes Métropole, mais aussi des commerçants qui participent offrent des réductions. Bon, alors naturellement, tout ça est un échange d'intérêts. Effectivement, il s'agit de faire venir les étudiants dans les commerces en question, mais je crois que ça c'est toujours très apprécié. Et comme le chéquier gagne en épaisseur d'année en année, eh bien, on a au bout du compte un beau succès lorsqu'on le distribue au moment de la rentrée estudiantine. Et donc, eh bien, il nous est proposé qu'Ardennes Métropole, au titre de ses équipements sportifs, Bernard Albin, Elena Isachenko, les centres aquatiques de Sedan participent, ainsi que des possibilités d'impression de photocopie. Alors là, c'est un peu moins ludique et un peu plus le boulot dans les différentes médiathèques du territoire, mais ça aussi, c'est utile pour les jeunes qui font leurs études. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, André? Non? Ah, je pense... Pardon. Une discussion animée avec Raymond de Mahut, j'ai cru que tu voulais prendre la parole. Excuse-moi.
Bien, pas de violence, hein. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions plus que sur ce sujet, je vous propose de le mettre aux voix. Cette participation habituelle, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Alors, là aussi, une délibération habituelle qui nous est soumise, c'est le soutien que nous est demandé d'apporter à l'association 3 Aubes Formation, qui porte l'école supérieure de commerce de Troyes, ex-école supérieure de commerce de Troyes, établissement supérieur d'intérêt général qui s'appelle aujourd'hui Y School, qui est implanté depuis maintenant plusieurs années sur notre campus, dont les effectifs se montent pour la saison 22-23 à 65. On partait de rien, hein. En 2019, il y avait 0. Et donc, progressivement, les effectifs progressent. Alors, clairement, on aurait bien aimé que notre soutien à l'enseignement supérieur se limite à la construction de bâtiments. Mais de fait, on sait que ça n'est pas comme ça que les choses se passent. Il y a toujours, au moins au début, lorsque s'installent les centres de formation, mais puis même parfois de manière récurrente dans le temps, besoin de soutenir aussi en fonctionnement les institutions de formation. Dans le cas de Y School, on a un soutien qui, je le sais, est important, mais qui a vocation à s'éteindre, je le redis. L'objectif, c'est que cet organisme finisse par s'autoporter, comme le soutien apporté, non pas par nous, mais par la région au CNAM, qui se trouve à Sedan, a vocation à lui permettre de trouver, en l'espace de 3-4 ans, un modèle économique qui va lui permettre de facturer des formations et d'équilibrer ses comptes, et donc ensuite de ne plus dépendre des soutiens publics. Ce modèle, c'est aussi celui de l'université de Reims, puisque il faut savoir que l'URCA bénéficie de notre part, de la part du syndicat mixte qui a construit les bâtiments, d'une exonération de paiement de loyer qui se situe aujourd'hui autour de 423 000 €. On s'assoit sur 423 000 € vis-à-vis de l'université, et que nous lui versons même une subvention pour payer les fluides de 100 000 € à l'université. Donc on est dans un modèle, effectivement, où... C'est d'ailleurs pour ça que peu de territoires font ce choix d'investir dans l'enseignement supérieur comme nous l'avons fait. Parce que non seulement il faut construire des bâtiments, mais ensuite, il faut bien souvent, et c'est le cas ici, soutenir les formations pendant un certain nombre d'années pour qu'elles trouvent leur modèle économique et qu'elles puissent s'autoporter. Donc c'est effectivement... pas un investissement au sens où ça c'est une dépense de fonctionnement, et c'est bien le problème, mais où il faut investir pendant un certain temps ou dépenser ces sommes pendant un certain temps pour que les formations soient pérennes. Donc voilà, je sais que chaque année, cette subvention nous fait un petit peu de mal à être versée, parce qu'elle est importante. Vous ne voyez pas celle que nous versons à l'URCA, puisque c'est le syndicat qui la verse, mais elle est, comme je vous le disais, donc, non négligeable également. Et puis, je crois pouvoir dire que si on veut à l'avenir accueillir d'autres écoles, d'autres formations, alors on a un projet aujourd'hui de développement de l'enseignement supérieur qui dirige dans la direction des métiers du médico-social, un pôle médico-social, avec le fait de développer encore les formations autour de l'IFSI, l'IFAS, Institut de formation de soins infirmiers et d'aides-soignantes. Pour une grande partie, ce sont des formations qui sont aujourd'hui supportées et soutenues par la région Grand Est. Donc ce ne sera pas nous qui, derrière, seront fortement impactés sur le fonctionnement. Mais si, dans les années qui viennent, nous souhaitons soutenir l'installation sur notre territoire de nouvelles formations dans des domaines, et Dieu sait qu'on en aurait besoin, comme toutes les transitions énergétiques qui se développent aujourd'hui, eh bien, il faudra probablement être capable encore, non seulement d'aider à la construction, mais ensuite d'accompagner en fonctionnement, au moins au début, pour que ces formations trouvent leur rythme de croisière. Donc voilà la proposition qui vous est faite ce soir, donc de poursuivre le soutien que nous accordons déjà depuis maintenant 4 ans, c'est ça, non 3 ans, pardon, 3 ans, c'est la 3e année à Y School, avec une singularité cette année qui est que, puisque c'est une école qui a des frais de scolarité en première année, ensuite on est en alternance et donc les jeunes sont pris en charge par l'entreprise, il y a des frais de scolarité de première année, et donc on a cette année un système de bourse
qui était financé mis en place par Y School et qui permet de verser, qui a permis de verser 58 000 € de bourse à 8 étudiants ardennais qui, sans cela, auraient eu du mal à acquitter les frais de scolarité. Alors, est-il des questions? Oui, Michel Fontaine. Oui, je me fais le porte-parole de Christophe Marot, qui a une remarque à faire à ce sujet. Il estime que l'agglo n'a pas les moyens financiers pour assumer une telle charge. Et il votera donc en conséquence contre. Donc je suis amenée à voter contre. Et il précise que 340 000 € pour 65 étudiants, c'est beaucoup, ce qui rapporte la part par étudiant à 5 230. Donc je précise que je vote contre pour Christophe Marot, mais moi je suis pour. Voilà, je tenais à faire la part des choses. Très bien, Michel, merci. Bon, je crois que Christophe nous avait fait part de ses remarques en commission également, et on a essayé de lui répondre. Le débat est légitime. Je crois c'est qu'on a à voir avec eux, surtout à quelle vitesse on revient, on arrive à l'équilibre sur le développement de cette école, de manière effectivement, ça n'est pas à la différence de ce que nous acquittons pour l'université où nous continuerons à le payer à l'avenir de manière absolument certaine. Là, l'objectif, c'est bien que l'école puisse s'autofinancer le plus rapidement possible, et en 3 ans, ça paraissait assez compliqué. On partait de rien du tout, hein, et pour un territoire comme le nôtre, ce n'était pas tout à fait normal de n'avoir aucune formation en management, en commerce. On en a aussi besoin sur notre territoire. Est-ce que je peux mettre ce rapport aux voix? Alors, qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? D'accord, c'est noté. Et je vous remercie. On passe au rapport suivant. C'est Frédéric Jolion qui va nous le rapporter. Et Patrick Fostier sort, puisque je crois qu'il est président? Non? Il n'est pas président de Rimbotech, Patrick Fostier? Si? Ah, en plus, tu dois être désigné comme représentant. D'accord, ok. Bon, alors. Ok, bon, très bien. Frédéric. Merci, Président. Alors, un modeste rapport pour rappeler que lorsque nous avons créé Rimbotech il y a quelques années, nous avons été fortement aidés par un incubateur qui existait déjà depuis de nombreuses années en Alsace, qui s'appelle SEMIA. Et puis, le modèle de solidarité autour de SEMIA a commencé à essaimer au sein des incubateurs de la région Grand Est. Et ça a pu poser problème, notamment en termes de comptabilité publique, de règles juridiques. Et donc, nous avons créé l'année dernière, c'est déjà passé évidemment dans cette instance communautaire, une association d'incubateurs qui s'appelle Quest for Change. Et nous avons obtenu, c'est une bonne chose, parce que ça n'avait pas été prévu, qui est dans cette gouvernance de cet incubateur donc régional, dans lequel Rimbotech évidemment a toute sa place, et qui est un collège des collectivités qui soit créé. Ça a vraiment été fait à l'impulsion d'Ardennes Métropole. Et donc, puisque nous avons créé ce collège des collectivités locales, il paraît logique qu'aujourd'hui, nous décidions de nommer le représentant. On a un tout petit peu vendu la mèche, donc il n'y a pas beaucoup de suspense. C'est notre collègue Patrick Fostier qui représente la collectivité à Rimbotech, qui paraît le plus à même de représenter notre collectivité, donc à cette association régionale. Voilà, Président. Merci Frédéric. Oui, effectivement, ça paraissait logique que ce soit notre représentant d'ores et déjà à Rimbotech qui siège dans cette instance. Mais naturellement, puisqu'il s'agit d'une désignation, voilà, il est possible à tout un chacun d'être candidat. Pas d'autres candidatures? Est-ce que nous pouvons procéder à main levée? Eh bien, à ce moment-là, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, et on peut rappeler Patrick Fostier. Alors, un autre sujet qui passionne et qui amène parfois le journal à sortir de sa réserve pour nous expliquer comment il aurait fallu gérer. Et je cède la parole à Jérémy, notre vice-président en charge des mobilités, pour expliquer ce que nous allons continuer à faire avec détermination et courage sur le développement du véhicule électrique.
Merci Monsieur le Président. Donc effectivement, ce rapport numéro 15 sur la proposition d'une nouvelle tarification pour la recharge électrique. Donc on vous indique dans le rapport que nous possédons toujours 149 bornes avec 2 bornes supplémentaires qui ont été posées rue de l'Industrie au cours de cette année. Et donc depuis le mois de mars, nous n'avions plus de prestataires, comme vous le savez, avec la fin du contrat de Clem, et que nous avons effectivement fait le choix de prendre le temps de trouver le meilleur prestataire et d'utiliser le temps administratif aussi qu'il nous a fallu. Et donc j'en profite pour remercier ma collègue Odile Glacet, puisqu'on a travaillé avec la commission d'appel d'offres et donc elle-même sur ce choix du nouveau prestataire, donc qui est Virta, et donc qui obtient le marché à partir du 2 novembre prochain. Et donc ce nouveau prestataire, bien sûr, nous oblige à proposer donc une tarification pour nos bornes électriques. Donc depuis le mois de mars, effectivement, jusqu'à ce mois de novembre, eh bien, le système était gratuit pour l'ensemble des usagers. Alors, comme je vous l'ai dit, il a fallu déjà le temps de retrouver un nouveau prestataire. Et puis, simplement, le système gratuit, pendant ces mois, a laissé aussi plus de latitude pour permettre aux personnes de développer le service, de le connaître et de s'y familiariser. Et puis aussi, tout simplement, il faut le savoir, nous a coûté moins cher, tout simplement, que d'avoir une prestation, puisque ce qui coûte cher dans les bornes électriques, c'est bien sûr la supervision. Et nous, on a, pendant ces mois, simplement fait de la bobologie selon les besoins. Et ça nous a aussi permis ces dernières semaines de faire un important travail de maintenance, ce qui vous indiquait surtout sur des problèmes de terre, donc connaissait une grande partie de nos bornes et qui sont aujourd'hui réglés, puisqu'on considère qu'un système de bornes de recharge est effectif si 75% des bornes fonctionnent bien. Et nous, à ce jour, avec le travail des services, on est à plus de 90%. Donc je tenais aussi à les remercier pour leur efficacité, leur rapidité ces derniers mois, pour pouvoir mettre l'ensemble de nos bornes justement à jour. Et donc aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours une borne ici ou là qui peut ne pas fonctionner, mais bon, c'est le jeu de nous signaler et puis qu'on puisse faire appel justement à notre supervision pour pouvoir assurer cette maintenance sur l'ensemble des bornes, j'allais dire quotidiennement. Donc de ce fait, aujourd'hui, eh bien, il vous est proposé d'instaurer un service payant. Donc on a travaillé sur une étude par rapport à une trentaine de tarifs qui existaient dans la région et un petit peu plus loin, pour vous proposer justement de délivrer un tarif au kilowattheure et non plus à l'heure, comme c'était précédemment le cas sur l'ensemble de nos bornes. On vous a mis un petit exemple avec la charge d'une Zoé, le coût total d'une charge de Zoé, donc qui revenait jusqu'ici à 6 € et qui passerait donc à 10,40 € si on opte pour ce tarif de 0,20 kWh, sans frais de connexion et sans minimum. Donc ce qui permettrait d'avoir bien sûr une ressource supplémentaire, mais aussi d'avoir un prix qui reste pour l'instant raisonnable et qui pourra toujours évoluer en fonction effectivement du coût de l'énergie dans les prochains mois ou les prochaines années. Donc c'est ouvert et ça permet effectivement de relancer un petit peu la machine. Alors sachant aussi que bien sûr ça reste un service public, donc pour que ce soit clair pour tous, puisque la gestion aujourd'hui de ces bornes électriques, c'est avant tout le fait de payer des contrats par rapport aux compteurs et Enedis qui alimente nos bornes, de payer la maintenance qui est, elle, confiée à l'entreprise Nexans, et donc de confier la supervision à l'entreprise Virta. Donc quand on met bout à bout l'ensemble de ces prestations, eh bien, on arrive à un fonctionnement qui est d'environ 20 000 € par mois. Et on sait qu'en mettant au 0,20, avec les prévisions qu'on a de charge, on peut couvrir à peu près 10% simplement de la dépense. Donc, et ça reste bien comme nos bus, un service public offert à nos concitoyens. Alors, on a fait plusieurs études. On pourrait aussi vous en parler si vous le souhaitez. Que voilà, si on voulait que ce soit un service qui devienne entre guillemets rentable, eh bien, il faudrait non plus s'occuper de nos 150 bornes, mais simplement revenir sur les 20 ou 30 bornes qui sont les plus utilisées et avec un tarif qui serait plutôt d'1 € du kilowattheure. Et là, on pourrait commencer peut-être à gagner un petit peu d'argent. Mais le choix politique qui a été fait est d'aménager l'ensemble du territoire et de pouvoir laisser l'ensemble des communes et l'ensemble de nos administrés avoir accès à une borne de recharge près de chez eux. Et donc, c'est ce qui explique aussi voilà, ce coût du service public qui est donné ici. Donc, voilà un petit peu les principaux éléments. Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis un petit tableau pour vous expliquer la démarche de ces 20 centimes d'euros du kilowattheure avec l'ensemble des informations que je vous ai données, avec aussi vous avez un petit peu près les estimations de recettes. Et donc, comme l'a dit le président, c'est vrai qu'on était un petit peu
étonné de l'article qui est paru dans le quotidien local. Alors, voilà, avec tout le respect que j'ai pour la presse et sa liberté, effectivement, vous vous douterez bien que je ne partage pas l'ensemble des propos qui ont été tenus, parce qu'il ne me semble pas, même si c'est peut-être une accroche, que les quelques mois de gratuité que l'on a octroyés soient pour les plus riches, puisque tout simplement, aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de personnes qui ont une Renault Zoé, une Renault Twingo, qui sont des véhicules soit en location voilà, ou achetés d'ailleurs maintenant sur un marché de seconde main. Donc je ne considère pas que ça soit réservé aux plus riches. Donc c'était assez étonnant, mais bon, c'était peut-être une volonté pour faire lire l'article. Mais bon, donc simplement, en tout cas, je ne me lancerai pas trop dans le débat, mais pour clore, Monsieur le Président, je citerai plutôt René Char qui disait que tout ce qui est excessif est insignifiant. Voilà, merci. Bravo. Je partage effectivement, et je crois vraiment que c'est très éloigné de ce que ont toujours été nos motivations profondes sur ce sujet de la mobilité électrique. Qu'est-ce qu'on a voulu faire depuis le début, et y compris d'ailleurs avec l'autopartage, auquel on a effectivement décidé de mettre un terme au début de l'année parce qu'il n'avait pas trouvé sa clientèle. Mais quel était notre objectif ? L'objectif, il était au moins double. D'abord, proposer un service effectivement de mobilité décarbonée, notamment aux ruraux du territoire. L'objectif, c'était que, et on a implanté des bornes dans toutes les communes. Les 58 communes ont au moins une borne de recharge. On a traité, je crois vraiment, toutes les communes de manière tout à fait égalitaire. Et on avait mis des voitures en se disant que ça permettrait de favoriser la mobilité entre ruralité et zone urbaine. Ça n'a pas fonctionné, dont acte, on en a tiré, je crois, les conséquences. Il ne s'agit pas ici d'y revenir. Mais notre objectif, c'était de proposer un service supplémentaire de mobilité décarbonée, parce qu'effectivement, dans notre pays, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEME, avec la composition qui est celle de l'électricité française, eh bien, on a un gain en termes de CO2 à utiliser un véhicule électrique par rapport au fait d'utiliser un véhicule thermique. Et puis, notre deuxième objectif, il a toujours été, je le dis, c'est un mot effectivement à la mode, mais même les mots à la mode peuvent avoir parfois des réalités extrêmement concrètes, faire de la résilience sur notre territoire. Offrir une possibilité, une alternative. Souvenez-vous, on était dans la crise des Gilets jaunes quand on était sur cette histoire de véhicules électriques. En se disant déjà à l'époque, on avait une partie de nos concitoyens qui vivaient un enfer tous les mois entre leurs revenus, qui n'évoluaient pas ou pas assez ou pas beaucoup, et le prix de l'essence qu'ils devaient mettre dans la voiture pour se déplacer. Et on sait tous que cette tension-là, elle va malheureusement à l'avenir pas aller en se diminuant. On peut se désoler d'un diesel à 1,50 €, à 2 €, mais le jour où il sera à 3 ou 4, et ça arrivera, eh bien, on sera encore dans une situation bien plus difficile pour ces personnes-là que nous n'y sommes aujourd'hui. Et donc le fait d'avoir un réseau d'infrastructures de recharge électrique, c'était de permettre qu'il y ait une alternative aux véhicules individuels thermiques, en l'occurrence le véhicule individuel électrique. Là encore, je crois que cet objectif-là, il reste valable aujourd'hui. Tous nos pays, tout notre pays, voudrait avoir aujourd'hui une densité de bornes équivalente aux nôtres. Je regarde à chaque fois les efforts qui sont faits, ça progresse, mais enfin très honnêtement, il y a vraiment peu de régions de France qui ont cette densité de bornes électriques de recharge. Et donc, il me semble que sur cette affaire, on a plutôt fait preuve d'anticipation. Alors, est-ce qu'on a eu raison trop tôt ? Je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'on ait eu raison trop tôt. On a fait ce qu'on croyait devoir faire pour permettre une transition écologique et on l'a accompagné d'autres choses sur d'autres mobilités que le véhicule individuel. Je ne vais pas reparler ici du vélo, de Klaxit, du covoiturage et de tout le reste, mais on ne s'est pas limité à la mobilité électrique. Par contre, on a, je crois, tenu à faire ça et aujourd'hui, eh bien,
va permettre que ça perdure avec un nouvel opérateur, des nouveaux tarifs, où il ne s'agit pas de gagner de l'argent sur le dos des utilisateurs, mais il ne s'agit pas non plus d'en perdre de manière démesurée, parce qu'un service public qui perd de l'argent tous les mois, c'est un service public qu'on a en général bien du mal à maintenir. Donc voilà la proposition qui est faite, et moi je remercie le travail qui a été fait et par les services et par Jérémy sous une pluie constante de critiques pas toujours constructives. Les dernières sont arrivées effectivement, y compris par la presse, peu importe. Voilà, chacun est libre de son avis. C'est pas ça. Je crois que je pense que nos concitoyens retiendront qu'on s'est doté d'une infrastructure, qu'on continue à la faire vivre, qu'on l'a entre-temps fiabilisée, parce que tous les travaux qui ont été faits de remise à niveau, de mise à la terre, etc., permettent que ce réseau il ait encore une meilleure pérennité. Donc voilà, maintenant on va voter un tarif et effectivement, dès qu'on a pu le faire, on remet en place ce système payant, puisque quitte à devoir faire un tout petit peu de peine à notre collègue Sylvain Dalla Rosa, il n'y a rien qui soit gratuit. Tout est toujours payé par quelqu'un et il n'y a pas de raison que les bornes électriques, qui étaient gratuites le temps de cette interruption, finalement, le soient de manière pérenne. Donc là, on va les rendre de nouveau payantes, comme les transports en commun le sont, avec une petite contribution pour les usagers. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Jacques. Oui, merci Monsieur le Président. Jérémy, tu disais que 90% des bornes sont en fonctionnement normal. J'ai 2 usagers aujourd'hui qui sont venus à la borne à Illy. Elle ne fonctionnait pas. Ils sont allés sur Flégneux, elle ne fonctionnait pas non plus. On n'a pas de chance. Alors, on a décidé de concentrer toutes les bornes défectueuses sur 2 communes. Voilà, alors maintenant c'est Illy et Flégneux. Voilà. J'ai l'impression. Mais ça tournera. J'espère. Je voulais pas, mais c'est tout, puisque tu en parles. Je ne voulais pas stigmatiser quelques communes ici présentes, mais on a effectivement, on va prendre contact dans les prochains jours, les prochaines semaines, avec 4 communes d'Ardennes Métropole, dont la tienne, effectivement, où là on a un problème qui est beaucoup plus important, qui est en fait, parce que nos bornes, elles fonctionnent toutes avec une carte SIM, comme vous avez dans vos téléphones, qui permet de faire fonctionner la supervision. Et donc qui permet de se connecter à Internet. Et on a 4 communes où on a 0 connexion. C'est-à-dire que c'est impossible de se connecter. Donc c'est-à-dire que la borne, elle est branchée, elle peut fonctionner, elle est viable, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas communiquer avec cette borne. Alors je te rassure, la facture électrique est payée. Oui, et donc la question, c'est qu'il faut qu'on arrive à voir ensemble ce qui est possible, effectivement. Alors, soit par une forme de Wi-Fi public, ou alors là, on a des propositions qui sont faites par Nexans sur des poses d'antennes sur la borne qui permettent de prendre un relais et essayer de trouver. Mais c'est vrai qu'on a ta commune et 3 autres où on a vraiment, alors il y a encore un petit lot de 4-5 communes où là on a un signal qui est relativement faible, mais qui existe quand même. Mais c'est vrai qu'on a 4 communes, on a vraiment 0. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même à la limite, là, on peut le dire. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de poser les bornes dans ces communes, ce qu'on souhaitait que toutes les communes d'Ardennes Métropole aient au moins une borne. Donc on a fait le choix d'en mettre dans toutes les communes. Mais c'est vrai que pour 3 ou 4 communes, en fait, jamais elles n'ont plus pu fonctionner. Pour ces 4 communes-là, jamais elles n'ont pu fonctionner puisqu'il n'y a jamais eu cette connexion Internet qui existe. Donc aujourd'hui, il faut soit on trouve des solutions ensemble, et après, soit on prendra des décisions. C'est-à-dire que si vraiment on n'a aucune solution, est-ce qu'on les laisse ou est-ce qu'on les enlève? Est-ce qu'on attend future connexion plus viable dans la commune, ou dans l'espace? Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, parce que là, pour le coup, c'est vraiment qu'un sujet de connexion Internet. C'est un peu dommage d'installer des bornes en sachant qu'elles ne fonctionneront pas. Alors, oui, c'est un peu dommage. Oui, mais ça évolue aussi tellement vite, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où on les a installés, on nous parlait déjà de la 5G, en disant quand vous aurez la 5G, il n'y a aucun problème, ça passera. Donc, et le génie civil, on l'a fait, c'est vrai que pour l'ensemble des 149 bornes. On ne se voyait pas remettre, parce qu'on le voit aujourd'hui, on a beaucoup de demandes de nouvelles bornes. Chaque fois, c'est quand même un coût supplémentaire de génie civil pour installer la borne, pour la relier. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas ce souci. Mais c'est vrai qu'il faudra qu'on se penche, on a prévu de se pencher sur les 3 ou 4 communes. On a parlé en bureau informel d'ailleurs, il y a quelques semaines, où il faut qu'on voit ensemble comment ça va fonctionner. Et justement, toi-même le disais, tu ne sais pas si ça sera possible. Ah non, aujourd'hui, il faut qu'on... on nous a fait des propositions. Non, mais on nous a fait des propositions techniques,
moi je suis toujours assez prudent sur, voilà, il suffit de mettre une antenne pour que ci, pour que ça. Voilà, j'attends de voir et je préférerais qu'on fasse des tests, voilà, parce que les antennes, voilà, bref, dans d'autres sujets comme sur la vidéoprotection, je sais bien qu'on nous a vendu des antennes partout et c'est pas forcément que ça communique très bien. Voilà, donc je préfère qu'on teste et qu'on voit ce qui est possible et à quel coût aussi forcément. Merci. Mais je te rassure, Jacques, on a aussi à Charleville-Mézières des bornes qui ne fonctionnent pas, celle de la place de Nevers. Alors là, tous les coups, je sais qu'avec... écoute, moi, la mienne, est, voilà, t'as 0% de charge depuis 2 jours. Donc Oui, mais tu en as plusieurs de bornes, toi. Ah oui, effectivement. On n'a pas 1000 bornes, mais pas loin. Bien, oui, Gilles. Est-ce qu'on peut donner le micro au maire de Gespensart? Monsieur le Président, merci. Moi, je voudrais souligner effectivement l'avant-gardiste de l'Art des Métropoles sur le véhicule, j'allais dire, auto, et ce qui est envisagé, effectivement. Vous allez souligner au début du rapport, au début de votre intervention, que le vélo prenait d'ampleur. Et est-ce qu'il y aura des bornes, effectivement, qui seront amenées pour le vélo électrique ? Sachant que c'est un marché en plein développement et qu'à terme, je pense qu'il y a des voix qui s'élèvent un peu en disant est-ce qu'on peut avoir une borne électrique sur les vélos. Alors je sais qu'il y a d'autres intercommunalités qui ont travaillé un peu sur le domaine. Voilà ma question. Alors aujourd'hui, on peut le faire sur nos bornes, c'est-à-dire que quand vous ouvrez voilà, la trappe de chaque côté de la borne, là, puisqu'on a à chaque fois une borne égale 2 points d'accès, et donc on a donc une prise pour les véhicules électriques, mais si vous regardez au-dessus, il y a une prise équivalent 220 volts sur laquelle vous pouvez brancher un vélo électrique. Alors après, aujourd'hui, le questionnement il va plutôt autour de la sécurisation, parce que c'est vrai, on arrive avec un vélo électrique, alors déjà ça veut dire qu'il faut avoir son chargeur sur soi. C'est pas toujours le cas, mais bon, souvent pour les touristes, enfin on le voit bien pour les touristes hollandais, ils ont plutôt tendance à se déplacer avec. Mais après, c'est vrai qu'il faut venir se brancher sur la borne avec le même système Virta, etc. C'est tout à fait possible, il n'y a aucun problème. Puis là, on a une puissance qui est moindre, donc voilà, on paye au kilowattheure, donc ça va. Et par contre, il faut malheureusement, pour l'instant, rester à côté de son vélo, je vais dire, parce que forcément, quelqu'un peut toujours venir arracher le câble. Bon, c'est le cas aussi pour les véhicules électriques. Mais aujourd'hui, c'est possible d'utiliser, avec un vélo électrique, d'utiliser nos bornes Ardennes Métropole, avec le logiciel Virta. Ouais. C'est au même tarif. Et au même tarif. Oui, pour l'instant, oui, c'est au même tarif, parce qu'on n'a pas fait de différence vélo et voiture. Mais comme on est au kilowattheure délivré, normalement, la borne, elle, voilà, va voir le nombre de kilowattheures délivrés par rapport au temps. Merci. Et puis je veux rappeler quand même que nos bornes, c'est des bornes Nexans. Hein. Et que donc on continue à offrir une vitrine à un industriel qui est présent sur notre territoire et qui fabrique ici, effectivement, ces systèmes de recharge qu'il vend ensuite dans toute l'Europe. Bien. Est-ce qu'on peut mettre ce nouveau tarif aux voix? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors attendez, qui sont les contre? Pour Christophe, d'accord. Qui s'abstient? Super, c'est noté. Et on arrive au dernier rapport, la modification, le grand classique des classiques, la modification du tableau des effectifs. Michel, à toi. Merci Président. Donc à la page 90, création de poste à la direction mutualisée des ressources humaines, le service qualité de vie au travail avec 3 postes. Je passe à la page 91, toujours à la DMRH, service développement aux ressources humaines, pôle mobilité interne avec 3 postes, pôle de recrutement avec 2 postes, toujours à la DMRH, service innovation et conseil en organisation RH avec une transformation de poste. Page 92, direction du cycle de l'eau et de l'environnement, création d'un poste de technicien à l'assainissement pour diviser le poste actuel de technicien responsable d'exploitation avec un autre poste autosurveillance en 2 unités distinctes. Page 93, une suppression suite à une immersion toujours à la direction du cycle de l'eau et de l'environnement, et une restructuration de la direction des bâtiments et de l'architecture en intégration du pôle administratif du service du SEM, service entretien et maintenance, au sein du SAGE, service administration et gestion, direction des bâtiments. Page de gauche, vous avez la suppression, création de 7,6 postes, et vous avez page de droite la suppression en compensation la suppression de 7,6 postes.
ça fait ça fait 0. C'est une restructuration. Voilà, Président, rapidement. Et vous avez dans les pages suivantes toutes les fiches de poste correspondantes. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non. Je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, d'accord. C'est noté, Pierre. Je vous remercie. Didier, tu voulais dire un petit mot sur le leader? Sous le couvert de Ghislain. Oui, vous avez sur table un petit livret qui reprend certains projets qui ont été financés. Donc ça peut vous donner des idées à certains d'entre vous. Et puis je signale donc que le programme se poursuit, c'est-à-dire que 2014-2022, en fait, on peut encore déposer des projets et qu'on aura l'occasion de les financer, de les soutenir jusqu'en décembre 2023. Donc on a encore un peu de temps. Allez-y, ne vous privez pas. Et je crois que Ghislain, il reste encore 300 000 €, quelque chose comme ça. Donc voilà. Si vous avez effectivement des projets, eh bien, je vous invite à en faire part à Ghislain et à nos services. Merci, bonne soirée. Voilà, écoute, bonne soirée, merci. Et donc je vous invite à participer si vous en avez le temps. Alors, Inès veut qu'on rappelle que la réunion sur le plan climat, c'est demain soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut que je passe une consigne au micro? Merci. Il y a ça aussi. Il y a des documents. Lisez-les bien et bonne soirée.